Le soutien à Israël s'est effondré dans le monde occidental, s'est effondré y compris aux États-Unis, s'est effondré en particulier dans les jeunes générations, et ça va finir par avoir des effets. Il y a eu des pochettes surprises, des pochettes cadeaux distribuées par le Hamas. Vous nous expliquez ? TikTok était comme par hasard la seule plateforme où il y avait, disons, une critique plus costaude des pratiques israéliennes à Gaza. Tout n'a pas démarré le 7 octobre. C'est tous les jours un 7 octobre pour les Gazaouis depuis maintenant 18 mois. Bienvenue sur Des Polémiques. Aujourd'hui, nouvelle vidéo actuelle dans laquelle on va parler du cessez-le-feu à Gaza. Et je vais essayer de vous montrer un peu les informations les plus marquantes de ces dernières 48 heures. À commencer par l'armée israélienne qui, quelques heures avant l'application de ce cessez-le-feu, continuer à bombarder massivement. Oui, tout à fait. Ce qu'on peut constater, c'est que depuis que l'officialisation de la trêve a eu lieu, que ce cessez-le-feu a commencé, eh bien, le seul bruit que nous entendons, c'est celui des drones israéliens qui continuent à survoler la bande de Gaza. Derrière moi, on voit encore les panaches de fumée des bombardements qui ont lieu ce matin. Mais depuis 11h15, eh bien, plus aucun bombardement. Donc cela veut dire que le cessez-le-feu est bel et bien entré en vigueur comme vous l'avez dit. Cela veut dire également que les otages vont pouvoir être libérés. 3 otages dont on connaît à présent l'identité. Alors concrètement, quel est l'intérêt de bombarder à quelques heures d'un cessez-le-feu, si ce n'est par pur sadisme? Et on a Gilles William Gonaldel qui vient nous dire par la suite qu'Israël a gagné la guerre militaire, mais elle a perdu la guerre médiatique qu'elle ne pouvait pas gagner. Ah ben si, elle pouvait la gagner juste en se comportant normalement. En gros, Israël a gagné la guerre qu'elle ne devait pas perdre et qu'elle a perdu la guerre militaire, mais qu'elle a perdu la guerre médiatique qu'elle ne pouvait pas gagner. Et ça, quoi qu'il arrive, ça va rester. Alors pourquoi Israël ne pouvait pas gagner la guerre médiatique alors que tous les médias dominants occidentaux sont en sa botte? Tout simplement parce que c'est un massacre. Il n'y a qu'à regarder le résultat des bombardements pour comprendre que normalement ce n'est pas défendable. Sauf que sur nos plateaux télé, on a des journalistes, des éditorialistes, des hommes politiques qui n'ont aucune dignité, aucune humanité. Comment on peut défendre un résultat comme celui-ci? Regardez. C'est absolument indéfendable, c'est l'apocalypse. Voilà pourquoi une majeure partie de l'opinion internationale s'est rangée du côté des Palestiniens. Imaginez une seule seconde, le millième de ça dans une ville européenne et on en parlerait pendant un siècle. Et malgré ça, on a des personnes sur les plateaux télé qui continuent à minimiser le nombre de morts civiles, à défendre l'armée israélienne, en disant que c'est plus compliqué que ça, etc. C'est absolument insupportable. Je suis certain, et je pense que si on se reparle dans quelques années, moins d'une dizaine d'années, je suis certain que ce qui s'est passé depuis 15 mois est une défaite morale pour Israël. Le soutien à Israël s'est effondré dans le monde occidental, s'est effondré y compris aux États-Unis, s'est effondré en particulier dans les jeunes générations, et ça va finir par avoir des effets. Et donc c'est les jeunes générations qui seront aux commandes dans quelques temps. Pour le coup, 65 000 morts, parce que le dernier article du Lancet dit au moins 65 000 morts. Plus de 100 000 blessés amputés. Ça fait 200 000 personnes dans la bande de Gaza qui sont tuées ou blessées ou amputées. C'est-à-dire un habitant sur 10, dont 2 tiers de femmes et enfants. Non, vous dites ça. Dont 2 tiers de femmes et enfants. Vous dites ça. En fait, ça c'est acté. Les bombardements massifs de ces 15 derniers mois resteront une tâche indélébile. Donc ils ont perdu la guerre médiatique. La nouvelle génération se rangera, je pense, majoritairement du côté des Palestiniens. Donc le pouvoir israélien le sait ça. Et ils ne veulent pas de ce cessez-le-feu, ils veulent aller jusqu'au bout. Écoutez, cessez-le-feu à Gaza, Israël se garde le droit de reprendre la guerre, prévient Benjamin Netanyahou. À la veille du début de la trêve, le Premier ministre israélien a affirmé samedi qu'il ne tolérerait aucune violation de l'accord conclu avec le Hamas. Et son porte-parole a enchaîné le lendemain ou le jour même, le Hamas ne tient pas ses engagements. Écoutez. Nous attendons tous avec impatience ce matin la mise en œuvre de l'accord pour le retour des réfugiés. Il est vrai qu'aujourd'hui, le Hamas ne tient pas ses engagements et ne respecte pas l'accord. Les noms des premiers otages n'ont pas été transmis à Israël à cette heure-ci, selon les directives du Premier ministre. Le cessez-le-feu n'entrera pas en vigueur tant que le Hamas ne tient pas ses obligations. L'armée continue d'attaquer encore aujourd'hui au sein de la bande de Gaza.
Je pense que tout le monde a compris qu'il cherchait uniquement un prétexte pour pouvoir dénoncer et annuler ce cessez-le-feu. Parce que les engagements dont il parle, c'est que le Hamas était interdit en compagnie des Palestiniens de pouvoir fêter l'échange des otages. Parce que tout ça, ça viendrait les humaniser quelque part. Dire que eux aussi, ils sont contents de revoir de la famille, des proches, etc. etc. Et vu qu'ils ont déjà perdu la guerre médiatique, il faudrait pas en rajouter. Eh bien, le Hamas n'a pas respecté ses engagements auprès de Ronen Bar, le chef du Shabak, qui avait véritablement demandé à ce qu'il n'y ait pas de cérémonie. Et donc, le Hamas va sortir les otages et, devant les caméras du monde entier, véritablement et vraisemblablement, ils vont, Miri, leur dire au revoir, en espérant que les otages puissent ne pas leur répondre. Et je me pose la question, Miri... C'est très proche finalement de ce qui s'est passé en novembre, mais c'est ça, on ne voulait pas cette espèce de mise en scène de la sortie avec des signes du... C'était une exigence de Benjamin Netanyahu auprès de Ronen Bar pour que les médiateurs accentuent la pression sur le Hamas afin qu'il n'y ait pas de cérémonie. Et comme d'habitude, le Hamas ne respecte jamais ses engagements. Et donc suite à ça, ça a été une avalanche de seum, de rancœur sur Event4 News qui voit tout ça comme une victoire des Palestiniens. Malgré les bombardements massifs pendant 15 mois, la famine, la soif, la maladie, les civils tués, etc., ils ont réussi à obtenir la libération de 1000 otages. C'est très très fort et c'est un coup dur pour le pouvoir israélien. Donc aujourd'hui, malgré la libération de 33 otages israéliens, qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est de leur offrir des pochettes cadeaux, quoi. Il y a eu des pochettes surprises, des pochettes cadeaux distribuées par le Hamas. Vous nous expliquez ? Oui, avec un petit mot en disant félicitations pour la fin de la guerre, à bientôt, merci, au revoir. Avec des petits pins aussi. Elle porte des pochettes délivrées, voilà, des pochettes surprises comme on en distribue aux enfants dans des anniversaires, en Israël, dans le monde normal, quoi. Et dans le monde du Hamas, on fait ça quand on est content. Parce qu'on a pris des otages pendant plus de 17 mois et on est content. Voilà, bon, finalement, est-ce qu'on est surpris? On l'a déjà vu en novembre 2023, hein, le Hamas adore ces mises en scène-là. Il y a une véritable jouissance, hein, on parlait tout à l'heure, le mot est apparu sur le plateau, il y a une joie mauvaise, une jouissance de la mise en scène, de la propagande. En fait, ce qu'on leur reproche, c'est uniquement de faire de la communication. Une communication un peu ridicule d'ailleurs. Parce que quand les porte-paroles de Tsahal peuvent s'exprimer sur les médias occidentaux, ça passe. Mais quand le Hamas fait une opération de communication, un peu ridicule d'ailleurs, dans laquelle elle offre des pochettes cadeaux, mais ça vient contrecarrer le narratif selon lequel ce serait juste des bêtes sauvages qui sont dépourvues d'humanité. Alors que sur les réseaux sociaux, ce qu'on pouvait voir, c'était des enfants palestiniens déchiquetés et l'armée israélienne qui s'en délectait et qui en demandait plus. Ceux qui veulent continuer la guerre, c'est Tsahal, c'est le pouvoir israélien. Donc quand une journaliste chien de garde de Marianne qui va à la télévision belge et nous dit qu'elle fait plus confiance à Israël pour respecter les termes d'un cessez-le-feu qu'au Hamas, bon. Je pense que le Hamas aujourd'hui, au point de vue militaire, il est quand même relativement affaibli. Et donc, est-ce qu'on peut compter sur l'honnêteté du Hamas pour être un interlocuteur fiable? Est-ce qu'on peut compter sur le fait que si cet accord se solde par un succès, est finalisé, que le Hamas va respecter les termes de l'accord? Disons que pour ça, et je me trompe peut-être, mais c'est vrai que je fais a priori plus confiance à Israël pour respecter les termes d'un cessez-le-feu qu'au Hamas. On est quand même à la télévision belge qui se vante souvent de ne pas donner la parole à l'extrême droite, mais apparemment le sionisme, ça va. Revenons en France sur BFM TV qui, elle, donne la parole à la fois à l'extrême droite et à la fois au sionisme, avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui va se comporter comme un porte-parole de Tsahal en hiérarchisant la douleur des Palestiniens par rapport à celle des Israéliens. Une bonne nouvelle d'abord pour les otages. Je ne sais pas dans quelles conditions ils vont revenir. On ne sait pas quelle est la proportion de vivants, de morts, et parmi les vivants, dans quel état psychologique est-ce qu'on va les retrouver. Mais les otages vont être progressivement libérés, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, il y a la population de Gaza. Là encore, c'est une autre préoccupation. Et je pense que la France a toujours dit à la fois qu'Israël avait le droit de se défendre, mais la France a toujours plaidé pour la paix dans la bande de Gaza. Je pense l'avoir montré pas mal de fois au travers de plusieurs vidéos. D'ailleurs, plusieurs médias l'ont démontré aussi. Mais le pouvoir français est influencé, voire plus, par le sionisme. Et plus que vous le croyez, vous allez voir. Est-ce que vous avez entendu parler de TikTok qui a été interdit, ou en tout cas qui devrait être interdit aux États-Unis? Écoutez les raisons
qui ont poussé le pouvoir américain à l'interdire. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun mouvement chez le législateur pour interdire TikTok. Les choses se sont beaucoup accélérées après le 7 octobre 2023. TikTok était comme par hasard la seule plateforme où il y avait, disons, une critique plus costaude des pratiques israéliennes à Gaza. Et là, démocrates comme républicains ont vu un danger, se sont mobilisés. Et quelques semaines plus tard, il y avait un premier projet de loi qui arrivait. La Chambre a été la première à bouger. Le Sénat a suivi. M. Biden attendait avec une certaine impatience et a rapidement agi. Si c'est une réalité, c'est extrêmement grave. Parce que Trump, qui nous bassine lui et Elon Musk avec la liberté d'expression, ce qui est très bien la liberté d'expression en soi, mais qui a fait partie de ceux qui voulaient interdire TikTok, aujourd'hui Trump organise le rachat de la moitié de TikTok par des Américains. Et quand on voit la manière dont il est soumis au lobby israélien, je vous avais montré la vidéo, vous pouvez la retrouver sur la chaîne, ça pose quand même question. On a pas mal parlé de TikTok aujourd'hui parce qu'il faut dire qu'à la veille de cette prestation de serment, Donald Trump, il est intervenu sur cette question. Il a dit on va pas fermer la plateforme et puis ça serait bien en fait qu'il y ait un actionnariat américain à 50%. Il prépare un rachat, Olivier Ravaneux? Donc le deal, c'est on n'est pas entre vous restez et on ferme complètement. Et pourtant c'est lui à l'origine qui avait lancé la cavale contre TikTok. La vérité d'hier n'est pas forcément celle de demain si les intérêts bougent. Et son intérêt, c'est, en tout cas sa méthode, c'est de dire on coupe la poire en deux et des investisseurs américains peuvent rentrer au capital. Et dans le même moment, on a Éric Zemmour accompagné de sa baby mama Sarah Knafo qui vont à l'investiture de Trump, et Sarah Knafo qui va jouer le rôle, littéralement, de la porte-parole de Trump en France. À quel point ces gens sont heureux d'avoir enfin repris leur destin en main. Tout leur prédisait la défaite. Les médias, les stars d'Hollywood, les rappeurs. Et finalement, ils ont gagné. On sent qu'ils sont heureux, on sent qu'ils ont beaucoup d'espoir dans ce qui va être fait. Je pense qu'il y a une source d'inspiration à trouver ici, dans cette manière que Trump a eu de se préparer à gouverner pour la deuxième fois. Je rappelle quand même qu'elle n'est pas porte-parole de Trump, mais elle est députée européenne pour la France. Donc on peut se poser la question, est-ce qu'elle est partie à cette investiture pour les intérêts français ou bien parce que Trump est un allié solide à Israël? En comparaison, rappelez-vous Rima Hassan, qui est aussi députée européenne et qui était allée à Damas, il me semble. Ça avait pleuré dans les médias pendant plus d'une semaine. Donc il y a certaines personnalités, souvent sionistes, qui passent entre les gouttes médiatiques, comme Benjamin Haddad, qui est aujourd'hui ministre délégué à l'Europe, et qui a fait partie, en tout cas pendant plusieurs années, du lobby Elnet. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. C'est un lobby européen qui se veut faire la même chose que l'EPAC aux États-Unis, qui est un lobby sioniste très puissant, mais à l'échelle européenne. Et il inclut notamment le CRIF, la LICRA, etc. A pleasure to introduce to you today Benjamin Haddad, who's a dear friend, and he's been actually very much part of our family for years. Years ago, he was also very engaged with Elnet in France when he was still living in Paris. It's always great to be able to talk to Elnet, to see some friends like Larry and others. I'm a big fan of the organization, Dustin, as you mentioned, and I think it's been tremendously impactful in changing the narrative on Israel in Europe. I've seen it very closely in France. And I think, the work that the organization does in reaching out to policymakers, bringing parliamentarians, I've always thought that was very, very critical to Israel, has been incredibly impactful. Cette vidéo date quand même de 2021, mais on y apprend que Benjamin Haddad, qui est aujourd'hui ministre délégué à l'Europe, a fait partie pendant plusieurs années, je ne sais pas s'il en fait toujours partie, mais de la famille Elnet. C'est pas moi qui le dis, c'est la directrice stratégique de ce lobby. Donc en France, on a des hommes politiques, des journalistes, des médias, des écrivains, etc. qui donnent un seul son de cloche en faveur d'Israël. Donc quand Karim Zeribi veut tenir des propos qui, on va pas se mentir, sont pro-palestiniens, il ne peut pas le faire sur CNews ou très rarement, il est obligé d'aller sur une radio locale. D'abord, moi je voudrais dire que les mots ont du sens. J'appellerais pas ça une guerre. Parce que dans une guerre, il y a deux armées. Or, en l'occurrence, là, il y a une armée d'un côté, il y a un peuple qui se fait massacrer et éradiquer de l'autre. Ce cessez-le-feu ce soir, c'est une bonne nouvelle pour les Gazaouis. C'est une bonne nouvelle pour les Palestiniens, qui ne cessaient d'être bombardés, déplacés depuis des mois et des mois. En Cisjordanie, la colonisation continue. Les expropriations aussi. Quand on a des témoignages d'ONG Adil, c'est l'inhumanité la plus totale. Après, on nous parle de pays démocratiques. On nous parle d'une armée qui envoie des tracts avant de bombarder. Non mais on se fout de la gueule du monde. Il y a un moment de répit avec un accord trouvé.
Est-ce que Netanyahou et son armée criminelle va respecter ce cessez-le-feu? Mais encore une fois, reprenons la situation de cette partie du monde là où nous devons la reprendre. Tout n'a pas démarré le 7 octobre. C'est tous les jours un 7 octobre pour les Gazaouis depuis maintenant 18 mois. C'est tous les jours un 7 octobre. Donc quand on n'accepte pas un 7 octobre, comment on peut accepter en 18 mois tous les jours un 7 octobre? Il faut m'expliquer. Moi, quand j'entendais le soutien conditionnel de notre pays, la France, notre pays, que ça plaise ou non, c'est notre pays, que la France, notre pays a apporté à Israël, c'est une honte absolue. C'est un déshonneur absolu. On ne sait même pas à combien se monte le nombre de morts à Gaza en réalité. Et c'est pas le Hamas, c'est Lancet. C'est un organisme américain, international, qui a évolué à plus de 100 000 nombres de morts et de blessés graves, très graves. C'est peut-être au XXIe siècle le plus grand des drames humains. Et on balaye ça d'un revers du main. Au Conseil de sécurité, certains posent leur veto. On continue de livrer des armes. Netanyahou est poursuivi, mais il bénéficie de l'appui des puissances occidentales. Il faut que ça change, Adil. Et là, ce cessez-le-feu, c'est un moment de respiration. C'est un moment de soulagement pour les Gazaouis. Je suis de tout cœur avec eux. Je pense que tout le monde a conscience qu'il ne pourrait jamais tenir ses propos sur une chaîne d'information française, que ce soit France Info, CNews, LCI, BFM, aucune d'entre elles. Et ça montre la situation gravissime dans laquelle on est. La classe médiatico-politique n'est pas à la hauteur. Non pas qu'elle soit incompétente, je pense qu'elle est compétente, mais elle est surtout lâche et malhonnête. Il n'y a qu'à voir le traitement médiatique et politique de la situation en Nouvelle-Calédonie, aux Antilles, à Mayotte, les récents propos de Macron concernant les pays du Sahel, les relations avec l'Algérie, etc., etc. Bref, pour en revenir au sionisme, on a quand même une petite lueur d'espoir qui vient de l'historien israélien Ilan Pappé, qui voit dans la brutalité d'Israël de ces derniers mois les prémices de la chute du sionisme. Cet historien israélien prévoit l'effondrement du sionisme. I'm willing to say with some caution that this is the last phase of Zionism. Historically, such development in ideological movements, whether they are colonials or empires, doesn't matter in the past, it's usually the final chapter, the ruthless one, the most ambitious one, and then it's too much. And then they fall and collapse. Ilan Pappé affirme que plusieurs facteurs permettent de prévoir la fin du sionisme, de l'isolation mondiale par les tribunaux internationaux sur le génocide à Gaza à une société israélienne fracturée. Il affirme que le gouvernement néo-sioniste israélien va jouer un rôle clé dans sa chute. An attempt by a new leadership of Zionism to complete the work, if you want, that they started in 1948, namely of taking over officially the whole of historical Palestine and getting rid of as many Palestinians as possible. Il y a plus de 20 ans, Ilan Pappé avait prévenu dans un article que la prochaine génération de jeunes éduqués en Israël serait plus extrême. This is the product of a very indoctrinated society from the cradle to the grave. They can see dead Palestinian babies and say, good, very good. Voilà, donc au-delà du cessez-le-feu, ce qu'on espère tous pour les Palestiniens, c'est l'arrêt des massacres, l'arrêt des bombardements, l'arrêt de la colonisation, l'arrêt du sionisme, et puis la paix avec tous les Israéliens qui la veulent bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce et partager. Moi je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous, respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble, ciao.